Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Les propos de Benyamin Netanyahou hier, où il a de nouveau fait savoir qu'il s'opposait à une solution à deux États, des propos que Londres juge décevants. On est sur quelque chose d'assez proche côté français, avec Stéphane Séjourné qui déclare que les Palestiniens ont le droit à la souveraineté et à un État. Là encore, les Occidentaux restent quand même dans des déclarations de posture, mais il n'y a pas vraiment d'action significative prise à l'encontre d'Israël ou d'action significative prise en faveur d'une solution à deux États de la part de l'Occident. Alors, vous avez raison. Alors, il y a deux questions en une. Il y a la question de la position de Netanyahou et la question Tout à fait. de la réaction occidentale. Netanyahou est dans la pensée magique. C'est-à-dire qu'en réalité, il dit qu'il n'y aura pas d'État de palestinien. Je rappelle simplement qu'en 2009, dans une conférence tout à fait ouverte, tenue vraiment en direction du monde entier et sous la pression d'Obama à l'époque, il avait admis officiellement, qualité de Premier ministre, le même Netanyahou, en 2009, en juin 2009, il avait admis que la perspective à terme, c'était bien celle des deux États côte à côte. Alors évidemment, il avait ajouté que l'État palestinien devait être démilitarisé. Donc ça, à peu près tout le monde est d'accord, même les États arabes alentours, c'est pas le problème. Mais il l'avait admis. Donc aujourd'hui, il dirige une coalition qu'il a créée lui-même, composée de ministres soit incompétents, soit extrémistes, soit les deux, et il est effectivement embourbé dans une posture. Bon, donc en fait, il peut dire ce qu'il veut, mais en réalité, fondamentalement, les Israéliens ne voulant pas réoccuper Gaza, ne voulant pas réoccuper les grandes villes de Cisjordanie aujourd'hui contrôlées par l'autorité palestinienne, il faudra bien qu'il y ait quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, ça ne peut être que l'autorité palestinienne et à terme, effectivement, un État souverain. Ça, c'est du côté israélien. Maintenant, du côté occidental, vous avez raison. Pour l'instant, on est davantage sur de la posture. Je veux dire par là que ni les Américains, ni la majorité des États européens n'exigent de cesser le feu d'Israël. Alors, ils exigent, à juste titre, dans la dimension humanitaire, des pauses, des trêves, moins de frappes, moins de morts civils palestiniens. Très bien, ce qui d'ailleurs est tout à fait légitime. Mais dans la dimension politique, c'est celle qui compte en réalité, à la guerre, à la fin des fins. C'est-à-dire, cesser le feu ou pas cesser le feu, vous noterez qu'effectivement, pour l'instant, et je pense que ce sera le cas pendant encore plusieurs mois, il n'y aura pas de pression au-delà. Mais vous voyez, le problème est le suivant. Netanyahou ne peut pas tout avoir. Il ne peut pas avoir à la fois la destruction du Hamas et une espèce de situation de statu quo total, sans État palestinien, mais en même temps, sans que ses propres soldats crapahutant à Gaza ne subissent une troisième intifada. C'est pas possible. Mais en revanche, à l'intérieur, en Israël, il y a quand même des voix opposantes qui, elles, demandent un cessez-le-feu. La dernière en date, c'est celle de Yair Lapid, le chef de l'opposition israélienne, qui a déclaré que pour récupérer les captifs, Israël devrait cesser son attaque contre Gaza. Ce sont des propos qui viennent justement, sans forcément contredire ceux du Premier ministre Benyamin Netanyahou, mais qui viennent encore une fois mettre un peu plus la pression au gouvernement de Benyamin Netanyahou. Oui, alors les gens qui réclament un cessez-le-feu en Israël, c'est pas qu'ils réclament un cessez-le-feu au sens où ils souhaiteraient que le Hamas reste au pouvoir à Bien sûr. Gaza. Personne n'en veut en Israël, absolument personne. Tout le monde est d'accord pour qu'il soit complètement détruit. Seulement, on est sur deux injonctions contradictoires. Vous ne pouvez pas à la fois continuer l'offensive jusqu'à la destruction du Hamas et en même temps espérer récupérer vos 150 otages. C'est là encore, on est dans la pensée magique, c'est pas possible. Donc et les militaires le savent très bien. Donc en fait, si vous voulez, si les Tsahal avaient réussi à récupérer les otages par la voie militaire, aujourd'hui vous n'auriez évidemment pas une seule voix israélienne pour demander à Netanyahou un cessez-le-feu. Seulement, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, le Hamas n'est pas encore complètement détruit. Et en plus de ça, aucun otage n'a été libéré par la force. Bon, donc effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Lapid, mais vous savez, c'est pas le seul, d'anciens chefs d'état-major aussi, et peut-être même jusque y compris à l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot, qui fait partie, qui a rejoint en bon soldat le gouvernement d'urgence nationale, et qui presque tous les jours joute contre Netanyahou, qui paraît dénué de stratégie, quoi. On parle beaucoup des tensions entre Washington et Tel Aviv en ce moment, et Alon Pikas, ancien consul général israélien à New York, a même déclaré que la crise de confiance entre Israël et les États-Unis avait commencé au moment de la réforme judiciaire que le gouvernement Netanyahou avait voulu mettre en place l'année passée. Il est peut-être important toutefois de nuancer cette notion de tension, puisque les États-Unis, certes, pressent son allié israélien à un peu plus de retenue, mais dans les faits, là encore, comme pour les chancelleries occidentales, il n'y a aucune contrainte américaine. Quel commentaire vous apportez à cela? C'est ce que je vous ai dit. Il y a des contraintes dans le domaine humanitaire, ce qui encore une fois est très bien et pas négligeable, et évidemment
humainement fondamentale pour les populations qui subissent la guerre, mais on n'est pas dans la dimension politique. Donc, or, c'est ça qui constitue l'essentiel de la guerre. C'est le politique. Oui ou non, on exige un cessez-le-feu. Si on n'exige pas un cessez-le-feu d'Israël, ça veut dire qu'on soutient Israël dans sa volonté de détruire le Hamas. Maintenant, il est clair que les Américains détestent Netanyahou, mais bon, Israël est une démocratie. Il a été réélu le 1er novembre 2022. Voilà, enfin, le Likoud, en tout cas, a obtenu la majorité des voix. Et le problème, c'est que Netanyahou, plutôt que de faire une coalition d'un grand centre, disons, ou au centre droit, il a préféré une coalition extrême droite et ultra-orthodoxe. Et de ce point de vue-là, les Américains, oui, d'ailleurs, ils le bypassent, hein, ils le contournent de temps en temps. Paris l'a contourné un petit peu aussi en appelant directement, enfin Emmanuel Macron a carrément appelé directement l'un des ministres du gouvernement d'urgence nationale et en même temps l'un des deux chefs de l'opposition, c'est-à-dire Benny Gantz. Bon, ça se fait pas. Enfin, c'est pas dans les usages diplomatiques, mais ça veut bien dire que aujourd'hui, en Occident, à peu près personne ne supporte Netanyahou. Voilà. Mais je pense que sa chute ne peut venir, bien évidemment, et comme dans toute démocratie, que de l'intérieur, que des citoyens. Donc, soit via une commission d'enquête qui de toute façon sera mise sur pied, ça c'est une certitude, et dont les conclusions seront sans doute sévères, voire terribles. Et les commissions d'enquête en Israël, ça fait chuter des gouvernements hein, de manière tout à fait démocratique, claire, efficace. Hein. Ça s'est déjà produit à 3 reprises, je peux vous le dire, depuis la guerre du Kippour. Soit ça interviendra plutôt encore parce que au moins 4 des membres de la coalition actuelle, hein, qui compte 64 députés sur 120, donc au moins 4 décideront sur un vote quelconque de confiance du gouvernement de ne pas le soutenir. Et là, évidemment, il chutera et puis c'est Gantz ou Lapid qui prendront le pouvoir. Une dernière question enfin. Les ministres israéliens et palestiniens des Affaires étrangères seront, eux, attendus ce lundi à Bruxelles. Ils seront toutefois reçus séparément. D'autres ministres de la région sont également attendus, le ministre égyptien, saoudien, jordanien, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose, à une avancée avec cette réunion où ça risque d'être un peu de la poudre aux yeux ou vaguement un effet communicatif selon vous ? Je vous dirais que c'est une occasion de remettre en selle l'autorité palestinienne. Parce que, quoi qu'en dise Netanyahou, le jour d'après, donc le jour d'après la guerre, le jour d'après la destruction militaire du Hamas, que je pense qu'il sera détruit, hein, je le répète, dans la bande de Gaza par Tsahal, il faudra bien que l'autorité palestinienne réinvestisse Gaza, là où elle a été chassée d'ailleurs par un putsch du Hamas en 2007. Il n'y a pas le choix. Et d'ailleurs, les Européens sont absolument tous favorables à ça. Les Américains aussi. Tout le monde est favorable à ça. Et puis, par ailleurs, c'est le cœur du droit international dans cette histoire-là, depuis Oslo, en 1993. Donc, je pense que ce sera un moyen pour les Européens de dire, de réaffirmer leur soutien moral et politique à Israël face aux terroristes du Hamas, puisque le Hamas est considéré unanimement en Europe comme un mouvement terroriste, mais que le jour d'après doit voir le retour à un processus de négociation avec pour perspective la solution des deux États. Merci à vous, Frédéric Ancel, d'avoir pris le temps de répondre à nos Merci. questions. Très bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.